Vous ne vous en rendez pas compte grâce à la magie du montage, mais en réalité ça fait plus d'un mois que je n'ai pas tourné de vidéo et je vous avoue que là tout de suite je me sens un petit peu rouillée. Alors je croise les doigts pour ne pas avoir perdu les bonnes habitudes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera, et oui, une fois de plus un point lecture. Alors je dis une fois de plus, mais si j'ai bonne mémoire, je pense que les dernières vidéos que vous avez vues étaient plutôt des book hauls. Quand je dis je pense, c'est, vous l'aurez compris, que j'ai programmé toutes ces vidéos il y a de ça belle lurette et je vous avoue que j'ai plus vraiment tout bien le planning en tête. Et aujourd'hui, je ne suis pas peu fière, en plus de ça, de vous parler de certaines grosses pavasses que j'ai enfin réussi à faire sortir de ma pile à lire. Je suis, très contente et un peu fière de moi, je le reconnais. Alors aujourd'hui au programme, on va avoir deux romans de taille plutôt classique, voire assez court, et deux bons gros pavés. Et niveau style, un peu comme d'habitude j'ai envie de dire, on va voguer au travers de plusieurs styles, puisque l'on va aller dans du young adult romance, oui. Je sais, ça peut surprendre, mais de temps en temps, ça m'arrive. Ainsi que du côté des romans policiers, des romans noirs. Et bien sûr, comme pratiquement à chaque fois, on ira également faire un petit tour du côté du King. C'est donc parti tout de suite. Alors pour commencer, je vais vous parler de cette espèce d'ovni qui, à première vue, n'aurait pratiquement jamais dû se retrouver dans un de mes points lecture parce que ce n'est typiquement pas du tout le genre de roman que j'ai l'habitude de lire, ni même le genre de roman que j'aime lire. Mais voilà, je m'étais laissé happer par tout simplement le nom de l'auteur. C'est donc pourquoi j'ai acheté dernièrement et également lu rapidement What Light de Jay Asher aux éditions Le Livre de Poche. Dans ce livre-ci, on va suivre Sierra, qui est une jeune fille qui est en dernière ou avant-dernière année de lycée, qui vit avec ses parents sur une exploitation forestière, ou plutôt dans une ferme qui ne fait que créer des sapins tout au long de l'année. Voilà, ils font pousser des sapins pour les couper et les vendre au moment des fêtes de fin d'année. Sauf que tous les ans, c'est la tradition, eux ils vivent dans un état un petit peu reculé, type Vermont ou quelque chose comme ça, et tous les ans, au moment de Thanksgiving et de Noël, ils partent, ils ont une petite concession qu'ils tiennent d'ailleurs du grand-père et de la grand-mère qui se trouve en Californie. Ils vont donc là-bas avec leurs petits sapins, ils s'installent sur un parking et c'est un peu la foire aux sapins, ils vendent leurs sapins pendant à peu près un mois et demi. Donc depuis son plus jeune âge, Sierra a vraiment pris l'habitude de déménager chaque année pour un petit laps de temps. Elle s'est donc bien sûr créer un groupe d'amis là où elle vit la plupart de l'année, mais elle a aussi une meilleure amie qui vit en Californie à côté de cette concession qu'ils ont là-bas, qu'elle a hâte de retrouver tous les ans, avec qui tous les ans elle vit ses fêtes de fin d'année. Et voilà, donc cette année ils y vont comme d'habitude, sauf que potentiellement, c'est peut-être la dernière année qu'ils feront ça et que, en plus de ça, Sierra va sur place faire la rencontre d'un jeune homme qui va changer pas mal de choses. Alors oui, à la vue de ce résumé, vous vous dites c'est ni plus ni moins qu'une romance, et personnellement, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce livre soit une romance, et je dois d'ailleurs reconnaître que si je l'avais su, je ne me serais peut-être pas penchée dessus parce que, soyons clairs, ce n'est vraiment pas le genre littéraire qui me fait me retourner et qui fait que j'ai envie de lire un livre. Et pourtant, j'ai bien aimé ce roman. Comme quoi. Alors, il est vrai qu'ayant déjà lu 13 Reasons Why de ce même auteur, qui est un roman qui s'attaque à des thématiques assez fortes et plutôt tristes autour de l'adolescence, je m'attendais à ce qu'il s'attaque une fois de plus à des thématiques fortes, et s'il est vrai que ce titre traite un petit peu de la thématique des rumeurs, des racontards et de tout ce que cela peut apporter de néfaste. Personnellement, je trouve que c'est vraiment pas du tout le point central de ce roman, et d'ailleurs, à mon goût, je trouve que cette thématique, pour le coup, est beaucoup trop survolée. Donc, si vous envisagez de lire ce livre dans le but de faire une lecture
coup de poing dans le milieu adolescent, comme l'avait été un peu 13 Reasons Why, passez votre chemin. Clairement, pour le coup, je pense que vous pourriez être déçu. Par contre, si vous souhaitez lire une petite romance toute mignonnette, alors là, foncez. Et oui, c'est moi qui dis ça. Alors je ne sais pas si je me ramollis avec l'âge ou si c'est tout simplement le fait que je lise très peu de romances, mais toujours est-il que sincèrement j'ai vraiment bien aimé l'histoire entre Sierra et Caleb. En premier lieu, je pense que c'est tout d'abord dû au fait que je me suis vraiment attachée à ces deux personnages. Des personnages que j'ai trouvés loin d'être caricaturaux, qui en plus de ça sont franchement drôles et attachants. De façon globale, j'ai vraiment apprécié tous les protagonistes de cette histoire, mais c'est vrai que le récit est vraiment centré autour de deux et je trouve que leur duo fonctionne parfaitement bien. Ensuite, j'ai apprécié que l'histoire ne tombe pas dans le cliché et le déjà-vu. Après, je le répète, je lis très peu de romans, je suis vraiment une lecture très occasionnelle de ce genre littéraire, ce qui fait que je suis peut-être bon public finalement et qu'un lecteur plus assidu de ce type de littérature pensera potentiellement que cette histoire n'est pas foncièrement originale, mais pour ma part, je ne peux dire autre chose que très sincèrement, j'ai vraiment apprécié ce roman. J'ai aimé voir Sierra et Caleb s'apprivoiser, s'échanger certaines joutes verbales et se dépatouiller avec leurs sentiments adolescents et également avec toutes les difficultés que cette période de la vie peut représenter. Très clairement, par moments, je me suis dit que le Caleb en faisait peut-être parfois un peu trop dans le drama et qu'il trouvait peut-être parfois des problèmes là où il n'y en avait pas forcément. Et puis, je me suis aussi souvenu que finalement, c'est aussi un peu le propre de l'adolescence, de tout vivre à 100 à l'heure et de ressentir les choses de façon parfois complètement décuplée. Et quand on se souvient de ça, on se dit que finalement, cette histoire tient à peu près la route. Et puis de façon générale, j'ai vraiment trouvé cette histoire hyper mignonne. J'avais presque l'impression parfois d'espionner un peu ces deux adolescents comme une grande sœur un peu attendrie. En plus de ça, je reconnais que j'ai beaucoup aimé l'ambiance générale de ce roman. Tout le roman se déroule finalement sur une période d'à peu près un mois entre Thanksgiving et Noël, avec tout ce que cette période peut avoir de bons sentiments et de traditions. On plonge vraiment la tête la première dans les traditions des fêtes de fin d'année aux États-Unis. Dans ce roman, j'ai d'ailleurs trouvé que les sapins, qui sont, vous l'aurez compris, un élément absolument central, tenait presque lieu de personnage à part entière et je vous avoue que par moments j'en avais presque mal au ventre à force d'entendre parler de chocolat chaud et de canne à sucre et autres sucreries réconfortantes que l'on peut retrouver aux États-Unis à ce moment-là de l'année. Mais malgré tout ça, je ne peux dire qu'une chose, c'est que profondément, ce roman m'a fait sourire. Alors non, hein, soyons très clairs, ce n'est pas un roman, une histoire hyper profonde, ce n'est pas le type de lecture que je ferai tous les jours, c'est clair que non, et ce n'est pas non plus le type de lecture qui va me marquer sur le long terme, mais en attendant, lorsque j'ai lu ce roman, j'ai passé un très bon moment, j'ai vraiment trouvé que c'était une histoire hyper mignonne, hyper attendrissante et réconfortante. Et pourtant, j'ai lu ce roman au début de l'été. Alors, je me dis que très clairement, si vous êtes déjà à la recherche d'une lecture réconfortante, qui fait du bien à lire au chaud sous un plaid en préparant les fêtes de fin d'année, je pense que très clairement, ce roman peut complètement faire l'affaire. Finalement, c'est une histoire, je dirais, de famille, de tradition, d'amitié, et aussi une histoire de cœur, vous l'aurez compris, qui, aussi surprenant que cela puisse paraître, m'a vraiment beaucoup plu sur le moment. Pour résumer, je dirais que c'était vraiment une bonne surprise et un chouette moment comme j'aime en déguster sporadiquement. Bah ouais, c'est un petit peu comme les chocolats, hein. Je pense que trop, je ferais tout de même assez vite une overdose. Mais de temps en temps, comme ça, à picorer, la preuve en est que finalement, ça passe plutôt bien. Comme quoi, hein, malgré ce que certains pourraient peut-être penser, j'ai tout de même un petit cœur qui bat au fond de ce corps. Oui. Je pense que ce roman en est la preuve. Bon, et parce que plus de sucre, de bons sentiments et de mignonitude
ce serait franchement trop. On va rebasculer dans du beaucoup plus sombre, du beaucoup plus noir et finalement ce qui ressemble beaucoup plus à la chaîne, puisque je vais désormais vous parler d'Oxymore de Frank Buys aux éditions J'ai lu. Alors si je devais résumer assez simplement cette histoire sans trop en dire et en étant à peu près raccord avec la quatrième, je dirais tout simplement qu'on va y suivre un homme dans deux temporalités, au présent où il est enfermé tel une bête au fond d'une cave et il ne comprend pas ce qu'il fait là, pourquoi il a été enfermé et pourquoi il est littéralement en train de crever à petit feu. Et on va aussi avoir, je dirais un peu des flashbacks de cet homme qui se souvient de sa vie, de moments de sa vie passée, principalement d'ailleurs avec une femme avec qui il a une belle histoire d'amour. Et à force d'avoir un petit peu des éléments comme ça sur sa vie, en tant que lecteur, et pour cet homme lui-même, on va comprendre ce qui l'a amené à être aujourd'hui dans cette cave, dans cette situation. Alors dit comme ça, avec cet esprit huis clos, très sincèrement, c'est typiquement le genre de roman qui est censé être calibré pour me plaire. Et j'avoue que je ressors de cette lecture assez déroutée parce que, comme lorsque j'avais lu Orpheline, j'ai eu un peu de mal à retrouver vraiment la patte de Frank Buys. J'ai compris qu'il avait voulu tenter autre chose, j'ai retrouvé certains éléments de son écriture, mais je ne peux pas dire qu'il m'ait complètement conquise, comme c'est généralement le cas avec cet autre roman, comme ça avait été le cas avec Grossir le ciel, Plateau ou encore Né d'aucune femme. Dans ce titre-ci, sa plume s'est peut-être fait un peu moins poétique, un peu moins fine, pour aller peut-être plus dans l'instinctif, pour aller plus à l'essentiel dans le ressenti et le viscéral. On a ici un récit à plusieurs voix, raconté de plusieurs points de vue, un peu comme une sorte de patchwork de vie qui s'entremêle, mais toujours un récit très intimiste, très immersif. On est vraiment plongé dans le ressenti des personnages, dans leurs souvenirs, dans leurs petites manies. Et pour ça, on a régulièrement des phrases courtes, voire très courtes, qui sont presque un petit peu jetées comme ça sur le papier à la va-vite, comme des idées qui fusent et qu'on ne prendrait pas vraiment le temps de mettre en forme. C'est vraiment en ce sens que je trouve que dans ce titre-ci, l'écriture de Frank Buys s'est fait très instinctive et traduit vraiment un sentiment de vivant et d'immédiateté qui en soi n'est pas inintéressant du tout, mais qui, je trouve, dénote un peu par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire. Pour ce qui est de l'histoire en elle-même ainsi que des sentiments et de la psychologie des différents personnages, pour le coup, je trouve qu'il aurait pu aller beaucoup plus loin. En fait, je suis ressortie de cette lecture avec une sensation de manque, avec vraiment la perception qu'il aurait pu pousser les choses beaucoup plus loin, qu'il aurait pu vraiment creuser beaucoup plus cette histoire et que ce roman manquait peut-être de finition. C'est dommage parce que j'ai vraiment apprécié le fond, cette histoire d'amour contrarié, d'amour parfois imagé et finalement de ce que ce sentiment amoureux peut apporter de très positif comme de très négatif. Avec une telle thématique, il y avait moult choses à dire et par moments je me serais presque crue dans une tragédie inspirée à la Shakespeare, mais il m'aura vraiment manqué quelque chose. Peut-être un peu plus de profondeur, un peu plus de liant, et puis je pense que très certainement j'ai été déstabilisée par cette écriture de Frank Buys que je ne lui connais pas forcément. Je l'ai déjà dit et je continue à le penser, personnellement je ne trouve l'auteur jamais aussi bon et il ne me plaît jamais autant que lorsqu'il m'embarque dans ses romans noirs ruraux. C'est vraiment le genre dans lequel il me touche le plus et même si je suis toujours curieuse de le découvrir dans autre chose et si je comprends complètement qu'il ait en tant qu'auteur peut-être besoin et envie de s'essayer à d'autres styles, il n'y a rien à faire. Pour moi, j'en reviens toujours à ce roman noir rural dans lequel je trouve vraiment il excelle. Malgré les défauts de ce titre, j'ai une fois de plus vraiment ressenti cette capacité de l'auteur à aller
mettre l'humain à nu, à aller décortiquer les petits travers des uns et des autres, et aussi cette capacité à installer une ambiance angoissante, sombre et pesante qui sait à la fois piquer la curiosité du lecteur tout en étant un petit peu dérangeante. Je continue malgré tout à avoir toujours autant envie de lire Frank Buys. Je veux absolument continuer à découvrir ces romans que je n'ai pas encore lus, je le rappelle. C'est malgré tout l'un de mes auteurs chouchous, mais je dois dire que je suis ressortie de cette lecture avec une petite note de déception et que pour moi, très clairement, ce n'est pas le titre le plus réussi de l'auteur. Mais j'ai par exemple Buveur de vent dans ma pile à lire et à mon avis, ça risque de très fortement rattraper ce petit couac qui, ma foi, sera vite oublié. Bon, et maintenant, les amis, nous allons passer aux pavasses. La première ne fait que 700 pages et des patates. Mais je trouve que c'est déjà pas mal. Je suis toujours heureuse quand je vois un peu ces gros bouquins sortir en fin de ma pile à lire parce que d'une, ça fait de la place physiquement et qu'en plus de ça, je sais pas, j'ai toujours une petite satisfaction personnelle d'arriver à lire entièrement ces gros bouquins, un peu comme une gamine. Ouais, je crois qu'il y a un petit côté l'enfant bon élève à l'école qui est contente d'avoir surmonté ça. Bref, toujours est-il donc qu'en ce sens, j'ai enfin sorti de ma pile à lire Promesse de Jussi Adler-Olsen aux éditions Le Livre de Poche. Promesse, c'est ni plus ni moins que le 6e tome des aventures du département V, qui est donc une saga policière, je le rappelle, qui a été créée par Jussi Adler-Olsen, qui est une saga dans laquelle on revient à chaque fois avec la même équipe sur des cold cases, sur des affaires classées non élucidées. Dans ce tome-ci, on va plus particulièrement revenir sur le cas d'une jeune fille qui a été très violemment fauchée par un véhicule il y a de ça 17 ans, qui en est décédée. Et le policier qui a à l'époque découvert le corps a toute sa vie enquêté sur cette affaire à titre personnel, hein, c'était pas dans le cadre de son travail, mais il était complètement obsédé par cette affaire, il voulait absolument savoir qui avait fait ça à cette jeune fille. Et on commence ce roman avec ce policier qui contacte Karl Mork pour qu'il l'aide justement dans le but d'élucider enfin cette affaire. Et d'ailleurs, au départ, comme bien souvent, Karl Mork refuse, sauf que voilà, entre deux, notre policier qui prend tout juste sa retraite va se mettre une balle dans la tête et disons que ça va un peu pousser Karl Mork à tout de même prendre la relève et à essayer de comprendre enfin ce qui a pu arriver à cette jeune fille. Et puis en parallèle, on va aussi suivre certains personnages qui vivent, on comprend très vite, dans une sorte de communauté spirituelle qui est un peu quand même à la limite de la secte, un truc un petit peu bizarre. Et bon, bah, on s'en doute, à un moment, forcément, tout ça va se rejoindre pour qu'on ait le mot final de l'histoire. Et je sais pas, il y a quelques temps de ça, alors est-ce que c'est parce que il y a le challenge l'été en série et que du coup je me suis remémoré un petit peu mes sagas en cours? Je sais pas, toujours est-il que j'ai repensé à cette saga et que je me suis dit mais ça fait un moment que je n'ai pas lu de tome sur le département V et pourquoi je ne sais pas, et voilà, l'envie est venue et c'est donc comme ça que j'ai enfin sorti ce pavé parce que je savais que l'écriture de Jussi Adler-Olsen se lit toujours très bien et que malgré le fait que ces romans soient toujours bien costauds, bien conséquents, ça passe toujours très très bien, c'est plutôt addictif, c'est plutôt facile à lire. Donc voilà, Promesse est ainsi enfin sortie de ma pile à lire. Donc comme je viens de le dire, il y avait vraiment un moment que je n'avais pas lu de roman de la saga du département V et très sincèrement ça me manquait. Et j'avais très envie vraiment de renouer avec la fine équipe de ce département, avec, on va pas se mentir, cette équipe un peu bras cassés sur les bords, composée donc de Assad, de Rose et de Karl Mork. Et si de ce point de vue-là, je n'ai pas du tout été déçue, si j'ai eu des super retrouvailles avec eux, je dois reconnaître que du point de vue de l'enquête pure,
pour moi, ce n'est vraiment pas le meilleur de l'auteur. Et pourtant, hein, au premier abord, ce roman avait de nombreux aspects qui étaient vraiment susceptibles de me plaire. Comme je l'ai dit, hein, avec le département V, on part toujours sur des cold cases, et ici, plus précisément, sur une histoire qui s'est déroulée 17 ans auparavant. La mise en route du roman m'a bien plu, la façon dont Karl Mork se voit un peu obligé, comme pratiquement à chaque fois finalement, d'enquêter sur cette histoire était assez originale. Et puis on avait des chapitres alternés avec des retours dans le passé sur l'histoire de cet homme qui est présenté un peu comme un gourou de secte. Bref, un contexte et une ambiance qui n'étaient pas faits pour me déplaire, mais malheureusement, au bout du compte, la mayonnaise n'a pas vraiment pris. L'ensemble est resté très correct et c'est malgré tout une lecture sympathique que j'ai beaucoup aimé faire. Mais c'est vrai que tout d'abord j'ai ressenti certaines longueurs, ou en tout cas j'ai vraiment eu la sensation que l'auteur faisait parfois des gros détours qui n'avaient pas vraiment lieu d'être, si ce n'est pour rallonger finalement le nombre de pages. En fait, ce roman présente une enquête qui aurait pu être bouclée très rapidement, mais l'auteur présente des tours et des détours et des détails et des fausses pistes que je n'ai pas toujours trouvé très justifiées ni fait de façon très fine. La fin m'a également un peu déçue. J'avais envie de dire tout ça pour ça. Finalement, le dénouement est assez bateau, bien que Jussi Adler-Olsen ait tenté d'y mettre plusieurs retournements de situation. Malheureusement, pour ma part, c'est un petit peu tombé à l'eau à chaque fois. Certains personnages n'étaient pas inintéressants. Je pense particulièrement à deux personnages de la secte, entre guillemets. Mais j'aurais vraiment apprécié pour le coup que l'auteur pousse beaucoup plus loin leur psychologie, leurs relations et leur rouage, parce que pour le coup je trouve qu'il y avait vraiment matière et qu'en plus de ça, ça aurait permis d'ouvrir sur des thématiques ultra intéressantes. En fait, je crois que ce qui m'a un peu dérangé dans ce roman, au-delà de l'enquête et du dénouement que j'ai trouvé très classique, c'est que j'ai vraiment eu le sentiment que l'auteur s'était étendu sur des détails sans importance et qu'à contrario, il était passé beaucoup trop rapidement sur des éléments de l'histoire qui, pour le coup, auraient pu avoir un vrai intérêt. Ce roman fait complètement le job de divertir, mais c'est vrai qu'en tant que lectrice, je crois que désormais j'ai besoin de plus pour vraiment complètement apprécier une lecture. J'ai besoin que les auteurs aillent plus en profondeur et ou me propose une vraie originalité. Et là, c'était pas forcément le cas. Alors heureusement, comme je l'ai dit, on retrouve bien sûr toute l'équipe ainsi que les colocataires de Karl Mork. Et pour moi, c'est vraiment ce qui fait la force de ce roman et même de cette saga au complet. Jussi Adler-Olsen a vraiment su créer ce petit noyau de personnages auxquels le lecteur s'attache et personnellement j'adore les retrouver à chaque fois, j'adore voir leurs relations évoluer, j'adore voir leurs joutes verbales et parfois aussi leur prise de bec. Ce sont vraiment des personnages profondément humains et touchants, chacun à leur manière. Dans Promesse, on en apprend un tout petit peu plus sur le passé d'Assad, on revient un peu plus en détail là pour le coup sur l'affaire à laquelle est mêlé Karl Mork dans le tout premier tome de la saga. Et on sent aussi que la vie de Rose plane un peu et qu'on va très certainement en apprendre beaucoup plus sur elle dans les tomes suivants. Et c'est vraiment ça qui me donne envie de continuer à lire cette saga, c'est d'en apprendre plus sur ces personnages, plus sur leur vie, sur leur passé, parce qu'en tant que lecteur, on a envie d'encore mieux les connaître et de pouvoir peut-être ainsi encore plus les apprécier. J'ai par contre toujours un peu de mal avec le personnage de Gordon que l'on retrouve encore un peu dans ce tome-ci, même si c'est assez léger. Malgré tout, je continue à lui laisser sa chance puisque, je le rappelle, je détestais profondément Karl Mork à la fin de ma lecture du tout premier tome. Donc bon, je sais que potentiellement les choses peuvent changer par la suite. Donc si vous souhaitez tenter l'aventure du département V, ce qui serait, je trouve, une plutôt bonne idée, personnellement je vous recommanderais vraiment d'essayer de lire les tomes dans l'ordre parce que dans le cas contraire, je pense que vous y perdrez vraiment quelque chose et presque que vous passerez à côté de ce qui pour ma part est peut-être la meilleure partie de cette saga, c'est-à-dire vraiment
cette équipe, l'évolution vraiment de ces personnages, parce que pour ce qui est des enquêtes propres à chaque tome, je dirais que pour le coup certaines sont vraiment très bonnes et d'autres à côté sont beaucoup plus classiques, voire un peu déjà vues. J'ai donc fait un petit détour par le Danemark et c'était plutôt rafraîchissant, plutôt sympathique, même si vous l'aurez compris, ce tome-ci ne me restera pas, je pense, très longtemps en mémoire et n'est clairement pas pour moi l'un des meilleurs de la saga, bien que pourtant je trouve qu'il regorgeait de plein d'idées hyper intéressantes. Je continuerai néanmoins cette saga, tout d'abord parce que l'auteur a annoncé qu'elle serait très bientôt clôturée. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y aura en tout et pour tout 10 tomes, sachant que celui-ci est donc le 6e. Et aussi parce que je veux connaître le fin mot d'histoire par rapport aux vies plutôt secrètes et mystérieuses d'Assad et de Rose. Voilà, je veux savoir quel est ces secrets qu'ils cachent, quels sont ces secrets plutôt qu'ils cachent, quel est leur passé, voilà, vraiment savoir ce qui leur est arrivé, parce que jusque-là, on nous donne des tout petits indices, mais bon, on n'arrive pas vraiment à avoir le fin mot de l'histoire, et personnellement, ouais, c'est vraiment ça qui me tient le plus en haleine. Le problème étant, c'est que je n'ai pas le tome suivant qui s'intitule Selfies. Donc voilà, c'est pas impossible que je sois dans l'obligation à un moment ou à un autre de faire un petit détour par une librairie afin de me procurer la suite. Bon, et concernant le dernier roman de ce point lecture, on est sur de la vraie, bonne, grosse pavasse, parce qu'on n'est pas loin d'atteindre pour le coup les 1000 pages. Oui, clairement, ce roman me faisait très peur, mais voilà, j'ai pris mon courage à deux mains et c'est bon, je l'ai enfin lu, et il s'agit donc de Sleeping Beauties du grand Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Et oui, hein, vous voyez là, on est vraiment sur un nombre de pages bien conséquent. Alors ce roman, je vais vous le résumer très succinctement parce que finalement, vous vous en doutez, étant donné que c'est du King et que c'est un énorme pavé, l'histoire met un peu de temps quand même à s'installer, mais voilà, je dirais que le gros de cette histoire, c'est que du jour au lendemain, une espèce d'étrange épidémie est apparue sur Terre qui fait que les femmes ont le visage qui d'un coup est recouvert d'une sorte de cocon et qu'elles sont comme endormies. Voilà, elles continuent à respirer, mais elles sont comme endormies, elles n'interagissent plus avec les gens autour, et lorsque l'on essaye d'arracher ce cocon de leur visage, eh bien elles se transforment en sorte de furie et elles bute sauvagement la personne qui a arraché le cocon. Ah oui, là, on est d'accord, on est bien dans du King. Le décor est planté. Et on va, je dirais, plus particulièrement suivre deux personnages, même si on a une galerie vraiment de personnages qui va graviter dans ce roman, mais je dirais que vraiment le duo un petit peu central de cette histoire, c'est d'une part Lila, qui est la shérif de la ville dans laquelle se déroule ce roman, ainsi que son mari, dont j'ai complètement oublié le prénom. Excusez-moi, j'ai lu ce roman il y a déjà un petit moment et j'ai complètement oublié le nom du monsieur. Toujours est-il donc que son mari est psychiatre dans une prison pour femmes, et on s'en doute bien, un univers où les femmes disparaissent entre guillemets au fur et à mesure et où les hommes vont être un peu livrés à eux-mêmes, on va avoir certains débordements. Je vous le cache pas. J'ai donc enfin pris le temps de lire ce très long roman de Stephen King, ou plutôt devrais-je d'ailleurs dire de Stephen King et son fils Owen King, et je ne sais pas si c'est parce que ce titre a été écrit à quatre mains ou non, mais toujours est-il que pour ma part, je trouve que ce n'est vraiment pas l'un des plus réussis de l'auteur. En même temps, soyons clairs, avant de commencer cette lecture, je n'en avais pas entendu que de très bons retours. Donc voilà, j'ai pas franchement été très surprise quant à ce que j'ai pu ressentir durant ma lecture. Et du coup, j'ai même plutôt compris un peu tous les avis que j'avais pu entendre à propos de Sleeping Beauties. Et vous l'aurez compris, je crois que pour le coup, je me rattache plutôt aux avis
généraux qui ont pu être dits à propos de ce roman. Pourtant, il y avait de nombreux éléments hyper intéressants dans ce roman, mais j'y ai retrouvé deux gros défauts qui sont régulièrement reprochés à Stephen King, à savoir les longueurs et le très grand nombre de personnages. Au niveau des personnages, ils sont tellement nombreux qu'il faut savoir qu'à la fin de ce roman, on a tout de même un listing des protagonistes. Je vous avoue que c'est la première fois que je rencontre ça dans un roman. Alors je ne suis pas contre avoir une galerie de personnages, au contraire, c'est même plutôt quelque chose que j'apprécie, mais là, il y en avait tellement que, très sincèrement, la plupart du temps, ils me perdaient et que j'avais beaucoup de mal à identifier tout le monde. Parce que, dans les faits, c'est vrai qu'on va principalement suivre un noyau, je dirais, de 5-6 personnages, mais on a vraiment plein de protagonistes qui gravitent autour d'eux et je ne suis pas certaine que tous étaient complètement utiles. Et vous l'aurez compris, à contrario, je trouve que ça avait tendance un petit peu à brouiller l'histoire et brouiller les messages. Je suis vraiment persuadée que si les auteurs avaient recentré leur histoire sur un nombre plus restreint de protagonistes, cela n'aurait fait que renforcer leur récit. Et puis, assez logiquement, vous me direz, ce grand nombre de personnages a donné lieu à des longueurs, à des passages parfois un peu interminables, sans grand intérêt et assez ennuyeux. Malgré donc ces deux gros défauts, je trouve que ça reste tout de même un roman intéressant à lire pour non seulement l'ambiance qui est installée, mais aussi pour, je dirais, les messages et les réflexions qu'il apporte. En effet, pour ce qui est de l'ambiance de ce roman, je l'ai trouvé très réussi. On sent très rapidement l'incompréhension et l'angoisse qui s'installent au fur et à mesure. Et si la peur au départ ne touche finalement que les femmes parce que elles sont les premières touchées, les premières concernées, au fur et à mesure, ça va aussi s'insinuer, je dirais, chez les hommes. Et en ce sens, j'ai trouvé que c'était amené de façon très fine, que ça avait été très bien fait et très bien dosé. J'ai beaucoup aimé tous les éléments en rapport avec la nature et il faut le savoir, c'est aussi un récit dans lequel il est beaucoup question de violence, que ce soit vraiment de violence dans le récit, mais aussi de violence du quotidien, de violence envers les femmes, ainsi que de scènes de meurtre assez atroces. En fait, j'ai vraiment trouvé que cette lecture dans l'ensemble était assez crue et sanglante, même si, un peu paradoxalement, pour moi, ce n'est clairement pas le titre le plus effrayant que Stephen King ait pu écrire. Comme pratiquement à chaque fois, vous le savez, j'ai noté des éléments récurrents ainsi que des références à d'autres œuvres du King. Stephen King exprime une fois de plus par exemple sa totale aversion pour Donald Trump et puis j'ai été aussi assez surprise parce que dans ce titre à un moment il y parle d'un assaut à la Maison Blanche et ce n'est pas sans rappeler l'assaut du Capitole qui est véritablement arrivé quelques années après l'écriture de ce roman. Mais bon, ce n'est pas la première fois que je remarque que Stephen King sait se faire un peu visionnaire, un peu à la façon des Simpsons. Au début du roman, il y parle à plusieurs reprises d'une Mercedes et bien sûr, cela n'a pas été sans me rappeler la fabuleuse trilogie Monsieur Mercedes. Il est également souvent question de rats et c'est un élément que je retrouve dans plusieurs de ses romans, dans plusieurs de ses nouvelles. Je viens de terminer d'ailleurs un autre de ses romans où pareil, la présence des rats est vraiment quelque chose, un élément omniprésent. Donc ça, c'est à force de le lire, c'est vraiment je trouve un détail qui revient de façon très récurrente. Le côté petit groupe hétéroclite qui s'en va un peu sauver le monde n'a pas été sans me rappeler le roman Salem. Et puis il y a aussi toute une partie avec un arbre et un renard qui pour moi fait très clairement référence au roman Rose Madder. Dans Sleeping Beauties, les auteurs se sont vraiment attaqués à l'être humain et à ses réactions face à une épidémie mondiale, à l'égoïsme et à d'autres sentiments peu nobles qui rejaillissent dans ce type de situation d'ailleurs que là aussi nous avons vécu
pour de vrai quelques années après. Ils y abordent aussi la thématique des fake news et des désastres que cela peut engendrer, et aussi de ces gens qui vont suivre aveuglément le premier spécialiste autoproclamé venu. Et de ce point de vue-là, personnellement, j'ai trouvé leurs propos très justes et très intéressants. J'ai une fois de plus aussi beaucoup apprécié que Stephen King ne tombe pas dans une histoire très manichéenne avec vraiment deux camps hyper identifiés, complètement opposés. Parce qu'en effet, à la lecture du résumé, et même d'ailleurs je dirais à la lecture du début de ce roman, on pourrait croire que Sleeping Beauties est vraiment un roman féministe qui prône la supériorité des femmes et le fait que sans les femmes, les hommes ne sont rien, et que de toute façon ce ne sont que des êtres immondes, intéressés seulement par le sexe et la violence. Alors oui, dans cette histoire, on retrouve des personnages mâles que l'on a très clairement envie d'exterminer de la surface de la Terre, mais les auteurs y ont aussi apporté des personnages très complexes, avec beaucoup de nuances et faits de caractéristiques aussi bien très positives que très négatives, et ce chez les hommes comme chez les femmes. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore chez Stephen King, c'est qu'il n'oublie jamais que l'être humain est multiple, qu'il n'est pas lisse et linéaire, et il sait parfaitement comment aborder cet aspect et comment le présenter. En parlant de personnages tout en nuances de gris qui sont animés de bonnes intentions et qui, malgré ou peut-être à cause justement de ces bonnes intentions, vont à un moment basculer, je dirais, dans le mal et la violence, je pense particulièrement au personnage de Frank. Un personnage qui incarne des thèmes et des schémas récurrents chez Stephen King. C'est par exemple, entre autres, par le biais de ce personnage que l'auteur va une fois de plus aborder la relation parent-enfant et je dirais les limites de ce qu'un parent est capable de faire pour son enfant. C'est également un personnage animé et même poussé par une obsession, et c'est vraiment un type de personnage que l'on retrouve de façon très récurrente dans l'univers de Stephen King. En effet, l'auteur met très régulièrement en scène des personnages qui sont complètement obsédés par un but, par une quête. Or ici, Frank est totalement obsédé par sa fille, par le fait de sauver sa fille à tel point qu'à un moment ça va complètement le faire vriller. On pourrait également se dire que ce roman traite de la fin du monde à cause d'une épidémie mondiale qui survient, on ne sait trop comment, on ne sait trop où, mais finalement, on se rend compte que l'humain, et plus particulièrement l'homme, est le premier et presque le seul responsable finalement de l'anéantissement de son monde tel qu'il était. Malgré donc des thématiques qui sont au premier abord, vous le voyez, très réalistes, ça n'en reste pas moins un roman de la famille King dans lequel il y a quand même une grosse part de fantastique, et c'est peut-être l'une des raisons qui fait que je l'ai peut-être moins apprécié, parce que vous le savez, personnellement je préfère les romans de King dans lesquels on retrouve des éléments réalistes et dans lesquels la part de fantastique est très légère ou n'existe pas. Une autre raison qui aura peut-être aussi participé au fait que je ressors assez mitigée de cette lecture, c'est le fait que je ne me sois pas particulièrement attachée aux personnages. Je les ai trouvés plutôt intéressant, certes, mais il n'y en a pas vraiment un auquel je me sois particulièrement rattachée et que par conséquent j'ai aimé suivre, je dirais, d'un bout à l'autre. C'est donc un roman de Stephen King et fils loin d'être mauvais, qui présente même des points franchement intéressants, mais je ne peux pas dire que le plaisir de lecture a été présent tout du long. Non, ce serait clairement mentir. Je me suis franchement ennuyée par moments, j'ai trouvé le rythme parfois ronronnant, voire un peu soporifique, et par conséquent je comprends que ce titre ait pu décourager certains lecteurs. Néanmoins, ce petit bémol n'entache pas pour autant mon amour du King et mon envie de continuer à lire tous ses romans. Peut-être ne l'appréciais-je jamais autant que lorsqu'il écrit seul, c'est possible. Je suis donc tout de même très heureuse et très fière d'avoir terminé ce gros roman du King. Et je ne vous cache pas que très peu de temps après, je suis allée me choisir un autre de ses romans. C'est peut-être ça finalement la magie du King, c'est que même lorsqu'il y a comme ça des petites loupés, eh bien on a
tout de même envie de continuer à en lire et toujours plus et toujours plus. Et ouais, vous l'aurez compris, mon amour pour cet auteur n'est pas prêt de prendre fin et je n'ai pas fini de vous bassiner avec le King. Alors mais clairement, si c'est un auteur que vous ne pouvez pas voir en peinture, je pense que vous risquez de ne pas forcément trouver votre compte sur la chaîne. Ah oui, parce que je vous l'annonce, je crois que je vous l'ai dit, j'ai déjà lu un autre de ses romans. Donc vous pouvez être sûr que dans le prochain point lecture, il y aura de nouveau du King. En parlant d'ailleurs de nouveaux points lecture, c'est vrai que dernièrement, j'ai remarqué que depuis quelques mois, le nombre d'abonnés sur la chaîne stagne un peu, le nombre de vues, etc. Et c'est vrai que parfois, je me pose certaines questions et surtout en fait, pour tout vous dire, ma réflexion est venue il y a peu de temps du fait que moi-même, en regardant des vidéos booktube sur d'autres chaînes, je me suis rendu compte qu'en ce moment, absolument tout le monde parlait de la saga Blackwater, que je n'ai absolument pas lu, que je n'ai d'ailleurs absolument pas du tout ni l'envie ni l'intention de lire. Et je me suis un peu fait la réflexion que parfois je suis complètement en décalage, et j'en ai conscience avec ce qui se fait sur Booktube. Vous le savez, hein, il y a très peu de nouveautés sur la chaîne, je lis à 95% des formats poche, donc forcément ce sont pas des titres qui viennent de sortir. Je suis très peu les hypes comme ça qui peut y avoir. Je lis vraiment en fait à l'instinct. Parfois je pars un peu dans toutes les directions et tout ça pour dire que ouais, je me rends compte que je fais pas forcément ce qui se fait sur Booktube, ce qui marche peut-être sur Booktube. Je sais que par exemple en ce moment les vlogs, j'ai l'impression que c'est ce qui cartonne partout, c'est ce que les gens préfèrent et regardent le plus, et j'en produis très peu, tout simplement parce que mon emploi du temps et ma vie ne s'y prêtent pas forcément, et puis parce que je me dis que je ne vois pas quel intérêt vous trouveriez à me suivre dans ma vie de tous les jours, à ce que je vous parle d'autre chose que de livres. Bref, toujours est-il que aujourd'hui j'avais envie de vous poser la question, à vous qui suivez la chaîne, de me dire peut-être s'il y a certains manquements, entre guillemets, s'il y a certains types de vidéos que vous aimeriez voir, s'il y a voilà, des choses que vous aimeriez peut-être retrouver un peu plus sur la chaîne, qui vous manquent par rapport à d'autres chaînes que vous pourriez suivre. Bref, j'ai envie de m'améliorer et pour ça, le meilleur moyen de le faire, c'est d'avoir vos retours, votre feedback par rapport à ce que vous ressentez en visionnant la chaîne. Donc voilà, à ce sujet, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis moi, je ferai un peu le tri, je dépatouillerai tout ça et j'essaierai au mieux de prendre en considération vos retours et d'intégrer à la chaîne ce que je pourrais intégrer. En tout cas, merci à toutes celles et ceux qui sont encore là à ce moment de la vidéo, qui n'ont pas décroché après mon blabla. J'espère néanmoins donc que ce point lecture vous aura été utile, vous aura diverti. J'ai vraiment l'impression que j'ai galéré à le faire. Je vous dis, hein, j'ai pas tourné depuis 1 mois et demi et des fois quand il faut remettre la machine en route, c'est pas toujours très simple. Donc j'espère néanmoins que voilà, que cette vidéo aura été plutôt agréable à regarder ou écouter pour votre part. Et puis sur ce, jusqu'à la prochaine vidéo. Bien sûr, je vous souhaite de très belles lectures et également paix, amour et littérature dans vos cœurs. À bientôt. Bye!